les gestes de fermeture, la personne, vous parlez et la personne se recule. Et il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, mon Dieu, merci Linda, je ne savais pas que ce comportement-là avait un nom. Dis, ton comportement, c'est de l'intimidation silencieuse. J'avoue, quelle claque que la lecture de ton ouvrage, Linda. Une mise en mots d'attitude, de gestes, de soupirs qui intimident, qui glacent et qu'on ne saurait nommer puisque finalement, rien n'a été dit. Un choc car j'ai revu des choses qui m'étaient adressées, mais j'ai aussi relu certains de mes comportements. Ces gestes, ces attitudes, Linda, tu les nommes pour les dénoncer. Merci tout d'abord pour ça. Tu es l'auteur de Je te vois, nommer, identifier et reconnaître l'intimidation silencieuse. Bienvenue Linda. Merci, bienvenue. Merci de m'inviter, Nathalie, à cette rencontre. Vous savez, notre cerveau accorde plus d'importance à ce qu'il voit qu'à ce qu'il entend. Et pourtant, depuis toujours, on nous enseigne d'écouter, de bien écrire, mais rarement d'observer. Alors, c'est à travers ce regard-là qu'on va voyager, Nathalie et moi, durant cette rencontre, afin de porter notre attention sur ces comportements inadéquats où rien n'est dit, rien n'est fait. Et pourtant, on partage un message qui, bien souvent, laisse les gens. Alors, est-ce qu'on pourrait plonger tête la première dans le sujet Oui. et que tu nous fasses une démonstration, que tu nous donnes à voir, à entendre ce que tu nommes l'intimidation silencieuse? L'intimidation silencieuse, ce sont tous ces comportements qui ressemblent à tous ces comportements, ces expressions non verbales qui nous font mal. Et bien souvent, quand on les pointe, quand on les nomme, les gens disent quoi? Je n'ai rien dit. Et à partir du moment où les gens disent je n'ai rien dit, on a l'impression qu'on n'a plus d'emprise. Et pourtant, c'est faux. Car la communication non verbale, elle existe, elle nous parle. Malheureusement, on ne la reconnaît pas tout le temps à sa juste valeur. Alors, c'est ça, l'intimidation silencieuse. Ce sont ces expressions, les yeux qui roulent, les respirations audibles, tous ces comportements ces comportements inadéquats-là qui nous blessent. Donc, c'est ça l'intimidation silencieuse. Tu sais que depuis que j'ai lu ton ouvrage, enfin une partie de ton ouvrage, parce que ton ouvrage n'est pas encore sorti. Ah, voilà. Et que j'ai discuté avec toi, mais je t'assure, je m'observe et je me dis waouh, c'est incroyable. Enfin voilà, merci pour ça. C'est pas toujours très confortable parce qu'on se dit oh, ok, moi aussi je joue à ça de temps en temps. Donc merci pour ça et je veux bien qu'on fasse un petit point de vocabulaire franco-québécois parce que on a bien entendu avec l'accent qui est le tien qu'on a des mots qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes définitions. Au Québec, l'intimidation silencieuse, pardon, c'est quoi? C'est ce que vous nommez chez vous le harcèlement. Donc, l'intimidation, moi, je parle d'intimidation, mais dans le livre, très tôt, je mentionne qu'effectivement, en France, parler d'harcèlement, mais c'est exactement le même comportement. La différence, l'intimidation silencieuse, c'est la partie de l'intimidation qui est faite sans mots, sans gestes, simplement dans le regard, dans les respirations, dans ces comportements-là. Alors, l'intimidation, il y a peut-être d'autres termes qui vont venir durant la rencontre où tu pourras peut-être pointer pour s'assurer que les gens comprennent bien les distinctions, mais quand je parle d'intimidation, c'est vraiment la partie harcèlement chez vous. Très bien. Enfin, très bien. Pardon, je sais pas, le terme n'est pas forcément adéquat, mais je trouve que c'est intéressant parce que on le verra tout au long de l'entretien, le harcèlement en France, et j'imagine pareil au Québec, c'est quelque chose presque cause nationale.
Et je trouve que de mettre des mots sur les prémices finalement, le terreau qui s'installe, je trouve ça très puissant. Donc oui, Souvent, on parle d'intimidation et la première chose qui me vient en tête, c'est l'intimidation scolaire, dans le milieu scolaire, au niveau des enfants. Effectivement, c'est un fléau chez vous, c'est un fléau chez nous aussi. Mais la problématique n'est pas que en milieu scolaire. La problématique est aussi dans le milieu des affaires. Elle se vit partout. Elle se vit aussi dans les centres de soins longue durée où le personnel médical sont parfois épuisés, fatigués, surmenés et il va y avoir de l'information, des communications silencieuses, donc de l'intimidation silencieuse qui va se faire par manque de ressources parfois pour les. Donc, d'en prendre conscience. Et tantôt, Nathalie, vous mentionniez que vous-même, vous commencez à vous regarder et à vous dire: «Ah mon Dieu, mais je l'ai fait moi aussi». Je veux rassurer les gens qui nous écoutent parce que malheureusement, c'est vrai qu'on le fait un peu tout le monde, jusqu'au moment où on en prend conscience. Et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on a tellement élevé notre niveau de tolérance par rapport à ces comportements inadéquats-là, qu'on finit par avoir l'impression qu'ils n'existent pas. C'est un peu comme un échappatoire d'émotions négatives qu'on vit intérieurement et qu'on laisse passer en ayant mis consciemment euh, le sentiment qu'on blesse ou qu'on on fait simplement nous alléger momentanément. Quand, quand on en prend conscience rapidement, et moi, c'est ce qui me passionne de mon sujet, c'est de voir à quel point qu'on peut se transformer tellement rapidement. À partir du moment où on sait que on véhicule de l'information qui blesse l'autre personne, eh bien, rapidement, on se recadre. Tous ces comportements-là, euh, on on les utilise quand on est fatigué. En tant que parent, on va le passer aussi, le message. En tant que collègue, on a l'impression que c'est à quelque part un peu irréprochable et on a aussi l'habitude que ça soit toléré. Donc on oublie au fil du temps, on blesse. et effectivement de nommer ça dans ce que tu dis, hein, finalement, dans toutes les interactions entre adultes, entre élèves, enfants, entre élèves et adultes, dans le milieu du travail, dans le milieu familial. Il y a quelque chose de l'ordre du rapport de force qui peut s'installer. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi il y a cette impensée sur le langage non verbal, alors qu'on décortique notre langage, qu'on parle de communication non violente en choisissant les mots, en faisant attention à comment on aborde les choses. Pourquoi cette impensée complet sur le langage non verbal? C'est une excellente question parce que moi aussi, je me la pose encore aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas suffisamment du langage non verbal? Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'en parle en milieu corporatif. Et au départ, quand j'ai commencé à en parler il y a une dizaine d'années, c'était un peu mystique, la communication verbale, mais est-ce que ça a un impact? Et pourtant, quand on réalise à quel point notre langage non verbal est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus convaincant que notre langage verbal, et là, on réalise, mais pourquoi qu'aujourd'hui, on communique de façon exhaustive à travers différentes façons, que ce soit en mode virtuel, que ce soit, euh, et qu'encore aujourd'hui, on n'accorde pas suffisamment d'importance au langage non verbal. Je m'en étonne moi-même. J'espère que dans les années à venir, au niveau scolaire, on va commencer à porter cette attention-là. Et ce qui me laisse croire que oui, c'est l'avènement beaucoup de l'intelligence artificielle. Parce qu'actuellement, on le sait, l'intelligence artificielle scrute nos émotions, scrute notre langage non verbal pour pouvoir nous vendre mieux, nous proposer des services qui nous font davantage plaisir pour analyser le comportement des consommateurs. Est-ce que le consommateur est agréable, vit un moment agréable à travers le regard de telle plateforme ou telle plateforme? Ils sont capables aujourd'hui d'analyser nos micro-expressions, notre langage non verbal pour pouvoir faire des offres de services. Alors, la question à se poser, c'est mais pourquoi nous, en tant qu'humains, on n'ose pas encore prendre des formations en communication non verbale? Elle est utilisée. Donc, je pense que dans les années à venir, le langage corporel va être beaucoup plus
sous la loupe de tous les milieux, que ce soit professionnel, éducation, dans le milieu de l'éducation ou autre. Parce qu'on en est conscient. Donc, aujourd'hui, on comprend que la technologie la plus avancée sur la planète, qui est l'intelligence artificielle, l'utilise elle-même. Alors, il vient donner beaucoup de crédibilité à ce langage-là qui est universel et qui a toujours existé. Le langage non verbal est précurseur au langage verbal. Et oui. Mm. Il y a Mais on le voit bien quand on est à l'étranger et qu'on ne partage pas le langage oral, on partage le langage non verbal. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que tu dis là, c'est que finalement, le langage non verbal, spontané, ne ment pas, alors qu'avec nos mots, on peut cacher tout ça et enrober des ressentis négatifs ou positifs d'ailleurs. Tout à fait, parce que le langage, la distinction entre le langage verbal et non verbal, et là, on va mettre la table un petit peu sur le langage non verbal, juste pour bien se comprendre. Le langage non verbal, eh bien, c'est la partie de votre langage, ça inclut aussi l'intonation de la voix, la façon qu'on va dire les mots, OK? Et tout ce qu'on peut lire sur le corps. Donc, expression faciale, posture, est-ce que mon corps est avancé, est-ce que mon corps est reculé? La façon que je vais me toucher, les autocontacts, les gestes, tout ce que le corps communique. OK, on parle de communication non verbale. Ensuite, pourquoi la distinction entre le langage verbal et non verbal? C'est que le langage verbal est choisi. Tout ce que l'on dit, on accepte de le dire. Que ce soit, et ça se passe au millième de seconde, il n'y a rien qu'on dit qu'on ne veut pas dire. Même quand on dit je ne voulais pas vraiment le dire, mais il y a une partie de nous qui souhaitait l'informer, qui souhaitait le dire. OK? Contrairement au langage corporel, qui lui est beaucoup plus connecté avec l'émotion. Ça veut dire que, par exemple, une grande source de stress va faire en sorte que l'être humain va cligner davantage des yeux. Les battements de paupières vont devenir beaucoup plus nombreux. C'est inconscient. Je ne peux pas le contrôler. Il y a des expressions au niveau du visage qui vont se faire à mon insu. La déglutition, quand je suis très nerveuse, va se faire à mon insu parce que les glandes salivaires vont cesser de fonctionner. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de langage sur le corps qui est inconscient. Il y a une partie du langage corporel qui est mi-conscient. Et évidemment, il y a une partie qui est consciente, celle que j'utilise à mon choix. Si je vous la main, je choisis de le faire, c'est comme si je parle. Donc, le langage verbal conscient est au même niveau que le langage non verbal conscient, c'est-à-dire est au même niveau que le langage verbal. Mais pour faire simple, le langage non verbal est plus spontané, plus naturel, moins de contrôle. Alors, le langage non verbal vient du cœur, contrairement au langage verbal qui, lui, vient de la tête, qui est pensé, réfléchi et choisi. Merci par ce détour pour comprendre ce langage non verbal. Revenons à cette intimidation silencieuse. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire, ou en tout cas les grandes familles, tu disais des gestes, des soupirs, mais je veux bien que explicitement on fasse l'inventaire de ça, et puis après on essaiera de voir ensemble quel est le risque finalement à ne pas les dénoncer. Et quel est l'avantage de mettre des mots comme tu le proposes? Bien souvent, en classe, quand j'enseigne ce volet-là, je demande aux gens eux-mêmes de me nommer ce qui est pour eux de l'intimidation silencieuse. Et ça vient tout le temps me confirmer qu'on le sait très bien. C'est simplement qu'on n'avait pas mis de mots pour pouvoir le nommer. Alors, ça peut être, par exemple, si je vous donne quelques exemples, bon, je l'ai mentionné tantôt, les yeux qui roulent vers le haut. Donc, on le sait très bien ce qu'on exprime quand on le fait. Okay? Les yeux la respiration audible, les gestes de fermeture, la personne, vous parlez et la personne se recule, elle vous dit non verbalement, ça ne m'intéresse pas. Les petits gestes, quoi, je rien dit. Le temps qui s'éloigne de vous, les gens qui vont volontairement vous ignorer lorsque vous prenez la parole. On a le sentiment que c'est irréprochable parce qu'il n'a rien dit, mais pourtant, c'est un comportement très, très blessant. Vous prenez la parole et soudainement, la personne cesse de vous regarder, elle regarde le livre ou elle regarde, sa montre, son téléphone, exemple en réunion d'équipe. Tous ces comportements-là qui, juste la tête, regarde, juste, vous parlez, je fais ça comme ça.
vient de vous dire non verbalement, ça m'intéresse pas. Les expressions, toutes les expressions de mépris, de dégoût qu'on peut lire au niveau du visage, c'est énorme. Donc, moi, ce que je rêve, Nathalie, c'est qu'un jour, les gens, face à ces comportements-là, puissent simplement répondre: «Je te vois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me méprises?» Et si la personne dit: «Ben, j'ai rien dit». Oui, verbalement, vous n'avez rien dit, mais non verbalement, vous m'avez dit quelque chose. Vous m'avez fait une expression de mépris, je suis capable de la reconnaître. C'est ça le mépris, le dégoût. C'est les lèvres qui remontent vers le haut. À partir du moment où on nomme ces comportements-là, et c'est pour ça que dans le guide, je donne la signification de ce langage-là, pour que les gens puissent mettre des mots et dire, ben, quand tu lèves ta tête vers le haut comme ça, tu me regardes de haut, c'est un axe de tête sagittale supérieur. Et ça, règle générale, c'est quand on se met en position haute par rapport à quelqu'un. Ou si je me penche les yeux et je regarde, là, je m'excuse, j'ai mes verres, mais je regarde comme ça, souvent, c'est une mise au défi. Donc, si les gens sont capables de les nommer, eh bien, c'est plus difficilement, la personne peut plus difficilement dire: «Ben là, j'ai rien dit». Oui, s'échapper en disant: je n'ai rien dit, donc ça n'existe pas». Exact. On voit bien le défi en termes de formation personnelle, finalement, de les reconnaître, de les identifier pour pouvoir les nommer. Selon toi, quel serait le risque à continuer à ne pas les dénoncer? Ou en tout cas, quel est du coup, si on le met de façon positive, quel quel est l'enjeu de dénoncer ces comportements et ce langage, non verbal, mais finalement très explicite? Ben, l'objectif de mon ouvrage, c'est vraiment de prévenir et de réduire l'intimidation. Ce que j'ai compris à travers, ces années d'enseignement-là au niveau de la communication non verbale, c'est que l'intimidation silencieuse est le précurseur de l'intimidation verbale et souvent qui est précurseur de l'intimidation physique. Alors, on s'entend que, un peu partout, on parle de vouloir contrer l'intimidation et on s'aperçoit qu'il y a rien qui se passe. Ça n'avance pas, on en parle beaucoup, les gens, les gouvernements même disent qu'ils veulent s'impliquer, mais pourtant, on a l'impression qu'on l'a échappé, que ça se passe pas, qu'il y a rien qui se passe dans nos milieux scolaires, dans nos milieux professionnels. On parle d'équité, de diversité, d'inclusion. On veut amener des règles, d'égalité et d'équité et pourtant on y arrive pas. Si on dénonce le comportement, moi, je pense qu'il y a eu une trop grande tolérance par rapport à l'intimidation silencieuse parce qu'elle n'était pas reconnue. Et ça a permis, ça a donné place à l'intimidation verbale et physique. Et la problématique, c'est le jeu de pouvoir. Et tantôt, tu l'as nommé un petit peu, excuse-moi, le tu, Nathalie, ou au Québec, on se tutoie beaucoup. Oui, Mais oui, très, très bien, moi ça me va. mais, l'intimidation verbale arrive rarement en premier lieu. Il y a l'intimidation silencieuse qui se passe, donc un regard, une posture et là, il y a un jeu de pouvoir qui s'installe et la personne qui est, on va dire, intimidée par le regard silencieux de l'autre, déjà perd un peu de son pouvoir et le pouvoir que l'un perd, l'autre le gagne et là, on commence à être en posture déséquilibrée, dans une posture qui est déséquilibrée par rapport au pouvoir et ça permet à la personne qui se met en position haute de peut-être, à ce moment-là, adresser une insulte verbale et si elle le fait, la personne qui, par inconfort, par, incapacité de se défendre, baisse les yeux et bien là, on prend, vous voyez, l'ascension et c'est pour ça que de nommer l'intimidation silencieuse dès le premier regard, dès qu'on sent qu'il y a une forme d'emprise que la personne veut prendre sur nous de façon non verbale, si on la nomme, eh bien, il y a des chances que ça passe pas au niveau verbal et physique. Donc c'est là l'enjeu. Tout si on veut contrer l'intimidation, si on veut mais là, je parle d'intimidation, je m'excuse, je devrais plutôt parler d'harcèlement, mais bon, on comprend que c'est la même chose. Si on veut contrer le harcèlement en milieu scolaire, en milieu professionnel, il faut s'attaquer au premier niveau qui est l'intimidation silencieuse. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est vraiment important, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la personne intimide de façon silencieuse, c'est qu'elle ne sait pas probablement encore si elle a ou pas le pouvoir sur l'autre. C'est tout à fait.
du moment, on va tester dans le silence. Pourquoi qu'on teste dans le harcèlement ou l'intimidation dans l'aspect silencieux? C'est qu'on va aller valider, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Et là, si je regarde la personne un peu de haut et que la personne penche les yeux, là, je sais que j'ai de l'ascension. Si je regarde la personne de haut et qu'elle me regarde et qu'elle me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose? Et qu'elle me confronte, je dis, non, non, je l'ai dit. Et là, je vais me rétablir. OK? Et c'est de ne pas amener les gens dans cette confrontation-là, simplement dans l'égalité et de dire, regarde, la façon que tu nous regardes, que veux-tu me dire? Je trouve ça très important ce que tu dis là, sur ce qui se joue en fait, sur cette première relation et première tentative de prise de pouvoir sur l'autre. Puisque dans nos cultures, c'est pas habituel à ce qu'on identifie ça comme une première prise de pouvoir, n'empêche que on se sent diminué et donc il y a quelque chose qui s'installe de l'ordre de la posture et de oups, je courbe le dos parce que je l'identifie lui comme finalement un potentiel prédateur Oui, et plus je vais courber le dos, plus le prédateur va devenir prédateur parce que j'aurais offert et je suis bien consciente de je mets plein de guillemets, je lui aurais offert cette posture et cette ouverture à continuer à aller plus loin. Donc ça, c'est, je pense, très, très important à comprendre. puis, tu sais, on mentionnait tantôt pourquoi que le langage non verbal n'est pas suffisamment reconnu. Et malgré tout ça, le paradoxe du fait que ce n'est pas connu, on l'utilise à tous les jours et il nous influence à tous les jours. Il est impossible de faire abstraction au langage non verbal de l'autre personne, qu'on soit formé ou pas, parce que ça fait partie de notre communication. L'être humain de 0 à 2 ans, avant d'avoir accès au verbal, a tout appris de façon non verbale. L'enfant qui a 6 mois, on le met dans les bras d'une personne qui est colérique, l'enfant va réagir parce que sa seule méthode de communication, elle est non verbale. Donc, c'est mémorisé en nous, on le sait. On connaît ce langage-là et on est constamment confronté au langage non verbal de l'autre et il nous influence, on s'influence mutuellement. Donc, on ne peut pas y échapper. On voit bien hein, dans cette démonstration, on voit bien l'enjeu à poser des mots sur cette intimidation silencieuse, ce harcèlement silencieux. Et toi, tu vas plus loin, tu lui donnes un cadre finalement qui est celui des ODD. Je veux bien que tu nous l'explicites parce que finalement, quelque part, on a déjà posé l'intention sociétale de ce défi à relever ensemble. Donc, merci de nous le mettre en mots. Mais l'ODD, que veux-tu souligner par ODD? C'est les objectifs de développement durable. Pardon, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Nous, dans le livre, je parle beaucoup de l'EDI, en fin de compte, et le ESG, donc environnemental, sociétal et C'est gouvernemental. ça, exactement. Mais les développements durables. Tout à fait. Parce que parmi les objectifs du développement durable, on veut absolument créer des espaces qui sont plus inclusifs, comme je mentionnais tantôt. On veut faire de la place à la diversité. On veut, on veut créer des espaces qui sont équitables. OK? Et on ne peut pas penser, et je souligne le fait que les gouvernements soient enclins à vouloir créer ces espaces dans le milieu de travail. Et ça, j'en suis très fière. Par contre, ma préoccupation est celle-ci. Aussi longtemps qu'on ne réagira pas dans les écoles pour éliminer, et je parle bien d'éliminer les comportements inadéquats qui sont en lien avec le harcèlement et l'intimidation, on va devoir rééduquer les adultes à être inclusifs. Parce que là, même si on met beaucoup d'emphase et d'argent dans les sociétés, puis on sait que les grandes sociétés doivent inclure des façons de faire de l'inclusion. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se passe à ce niveau-là. Et ça, je le souligne, c'est bien, mais on va devoir faire ça constamment parce que les enfants qui, durant 15 ans, sont malmenés à l'école, qui vivent du harcèlement, de l'intimidation, à tous les jours, ils se confrontent à cette réalité-là. Et là, tout à coup, ils deviennent adultes et on leur dit: «Ah non, c'est terminé ici, c'est de l'inclusion». Je pense que si on commençait par le début, et on peut le faire, c'est pas vrai moi, je ne peux pas croire qu'on est incapable
de faire marche arrière, de partir du début à la petite enfance, en partant dans les centres de petite enfance, première année, deuxième année, et ainsi de suite. En l'espace de quelques années, on aurait complètement basculé cette réalité-là dans le monde scolaire. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, en 2024, qu'il y ait des enfants qui, à tous les jours, vont vers l'école avec des maux de ventre, la peur au ventre, qu'il y a des enfants qui s'enlèvent la vie parce que c'est trop difficile de vivre leur quotidien à l'école. C'est inimaginable. Je me dis, si on est capable aujourd'hui, et on serait capable de le faire, de revenir dans nos écoles, de contrer tout ça, que ça soit tolérance zéro, pas juste verbalement, mais que ça se fasse vraiment. Et c'est ça, le guide Je te vois donne des solutions pour dire. Et puis, je me suis posé la question, Nathalie, avec beaucoup d'humilité parce que je me disais, mais pourquoi on n'a jamais parlé de ça avant? Parce que ça fait longtemps qu'on se préoccupe du harcèlement à l'école et de l'intimidation. Pourquoi moi, j'ai pensé à ça et je me suis dit, OK, bien, probablement qu'il fallait s'intéresser à la fois, euh, être sensible à toute cette intimidation-là, parce que petite, bon, j'en parle dans mon livre, j'étais un enfant qui était extrêmement peureuse, donc l'intimidation, ça me faisait peur. Mais en même temps, il fallait s'intéresser à la partie de la communication qui est silencieuse. Et c'est ces deux aspects-là qui se trouvent en moi qui ont fait qu'à un moment, j'ai fait le lien entre les deux. Et je suis quand même très surprise du fait qu'on n'a pas pensé à ça avant. Bah, c'est que je pense que, comme beaucoup de choses dans nos sociétés occidentales, on énonce des principes, avec notre lobe frontal, on se dit non, ça, c'est plus. Mais il faut que ça, tu le disais tout à l'heure, il faut que ça descende un peu plus bas. Et c'est là où je vais t'emmener sur le comment. Ta proposition de ton guide, Oui. je veux bien que tu nous la présentes. C'est, OK, on comprend l'enjeu, mais comment on fait? Comment on fait pour aller se mettre des mots, identifier, regarder et comment dire, arrêter cette mécanique perverse qui se met en place dans nos communications. C'est ce qui est très intéressant par rapport à l'intimidation silencieuse, c'est qu'à partir du moment, je me répète, mais c'est tellement important, à partir du moment où on en prend conscience, le problème est presque réglé. C'est pour ça que dans le guide, la partie agir est beaucoup moins exhaustive que le reste parce que dès qu'on le comprend, on arrive à le reconnaître, à l'identifier, à le nommer, eh bien, le travail est presque fait. Alors, comment on pourrait concrètement apporter des solutions? Et là, si on parle du milieu, parce que ce que je vous dis par rapport au milieu scolaire, on peut faire exactement la même chose dans le milieu des affaires parce qu'il faut savoir que moi, depuis 2013, c'est ce que j'enseigne en milieu corporatif. Je l'amène dans le milieu des enfants parce qu'il y a un organisme ici au Québec qui m'a demandé: «Linda, fais quelque chose, tu as des clés» et c'est là que j'ai écrit le livre. Mais c'est à ce moment-là. Mais comment on fait? Eh bien, moi, ce que je prends, ce serait probablement dès la maternelle, commencer à parler de la communication non verbale. Et déjà, en première année, pouvoir dire aux enfants: «Quand un petit ami te regarde comme ça, qu'est-ce que ça te fait?» Hein? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que toi, tu veux dire à ton ami quand tu fais ça? Donc, commencer à nommer les comportements inadéquats de l'intimidation silencieuse et que l'enseignant ou l'enseignante puisse dire dès le début de l'année, vous savez, si votre ami vous insulte verbalement ou si votre ami vous insulte non verbalement, eh bien, ça sera les mêmes conséquences parce que ça s'appelle de la communication. Il y en a une qui est verbale, il y en a une qui est non verbale, mais toutes les deux ce son représente la communication. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, dès qu'il y a un comportement inadéquat, l'enfant sait qu'il va pouvoir le nommer et on ne passe pas à l'étape suivante qui est l'insulte verbale. Donc, l'enfant n'osera pas s'y intimider et ça va s'arrêter au non-verbal. Donc, déjà là, d'informer, moi, j'ai déjà actuellement des livres qui s'en viennent pour le prix scolaire, un travail qui se fait au niveau scolaire aussi pour amener des ateliers en milieu scolaire. C'est sûr que je pourrais pas être partout en même temps, mais
mais je pense que Je te vois peut vivre partout. Je pense que ce que j'offre à travers le guide, c'est des outils que tout le monde peut utiliser. Et ce que je souhaiterais vraiment, c'est que le hashtag Je te vois puisse devenir euh, aussi, aussi important que le hashtag MeToo. Parce que tout le monde peut faire sa part. Dans le guide, euh, ça ici, c'est l'extrait du guide, le guide s'en vient, mais dans le guide, j'ai des petites histoires, là, je m'excuse, je ne suis pas sur le bon côté, mais des petites histoires qui sont imagées où on voit de l'intimidation silencieuse dans tous les milieux, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans un centre hospitalier, que ce soit dans une école, un milieu professionnel, dans tous les milieux. Donc, comment interagir? Mais premièrement, c'est de le nommer dès qu'on le voit. C'est de créer des programmes dans le milieu scolaire, euh, de dénoncer dès le milieu scolaire. Et là, on n'aura plus l'escalade qui se fait juste qu'on voit en ce moment dans nos écoles. Et ça fait une société qui va se respecter davantage. Et tout ce qui vient après, on est capable d'imaginer. En ce moment, on parle du moins beau parce que l'intimidation, le harcèlement, ça fait mal. Mais en même temps, si on reconnaît le langage non verbal à sa juste valeur, eh bien, même dans un aéroport où on ne connaît pas la personne, et comme vous mentionniez tantôt, on ne parle pas le même langage, mais on serait capable de reconnaître la valeur d'un sourire, d'un regard, et de ne pas être timide ou incommodé d'y répondre au message d'amour-là qu'on peut se véhiculer à travers un simple regard, à travers un sourire, eh bien, cela, il serait reconnu davantage. Donc, observer chez l'autre. Et ce qui va m'intéresser là sur cette dernière question, c'est qu'est-ce qui... Parce que Enfin, pardon, je vais reprendre dans l'autre sens. OK. Je vais partir de l'expérience que moi j'ai vécue en lisant l'extrait de ton ouvrage. Tout de suite, ça m'a confrontée à ce que moi j'étais capable de faire. Euh, je pensais bien inconsciemment, mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de mi-conscient. C'est que Wow. tu veux pas utiliser des mots pour faire passer un message parce que ça serait trop long et trop engageant. Mais un petit geste, l'air de rien, un peu gratuit, tu te dis peut-être que ça va faire le job et que l'autre va comprendre que pff, là, ça commence à m'agacer, quoi. Et là, je me suis dit waouh, c'est difficile à prendre, je trouve, à prendre conscience de ça. Comment tu accompagnes les gens en formation à passer cette étape du très grand inconfort pour euh, essayer, tenter de stopper ça en soi avant de le stopper chez les autres? C'est on se stoppe soi-même à partir du moment où on en a pris conscience. Pour toi, Nathalie, tu en as pris conscience à travers la lecture du carnet. La prochaine fois que tu vas vivre un inconfort, tu n'oseras peut-être pas le faire, ce regard-là. Parce que si tu n'oses pas le dire, c'est simple, si tu n'oses pas le verbaliser, c'est qu'il y a quelque part, tu n'es pas très en accord avec cette façon de faire-là. Tes valeurs, il y a ton aspect humain, il y a qui ne te permet pas de verbaliser. Alors, à partir du moment où tu prends conscience que ton non-verbal, ton expression non-verbale est l'équivalent, ben, ton âme et conscience va dire non, Nathalie, tu ne peux pas non plus le verbaliser non-verbalement. Tu ne peux pas le communiquer non-verbalement. On va, tu sais, je ne veux pas dire le mot censurer, mais on va s'évaluer différemment. Et il n'y a pas de mal en soi à en prendre conscience parce qu'il faut se dire, c'est qu'on a été tolérant. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est OK. Mais à partir du moment où on en prend conscience, ça se fait tout seul. Je n'ai pas un gros travail à faire. Moi, réellement mon travail dans ce mouvement-là de conscientisation de l'intimidation silencieuse, c'est simplement de le nommer, hein, de le dire. Ça porte un nom. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit jusqu'à présent parce que le carnet a quand même beaucoup voyagé jusqu'en France. Notamment, je suis allée faire des rencontres avec des grandes sociétés et tout ça. Et il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire mon Dieu, merci Linda, je ne savais pas que ce comportement-là avait un nom. Mais justement, il n'y en avait pas de nom. C'est pour ça qu'on pouvait l'utiliser. À partir du moment où je le nomme, donc ma mission,
c'est de le nommer, de dire: «Regarde, maintenant vous avez un nom. Vous pouvez dire» et il y a une grande dame ici au Québec, hem, que je n'aimerais pas son nom, mais avec qui j'étais en France et quand elle est revenue au Québec, elle m'a dit: «Écoute Linda, maintenant, je peux intervenir parce que j'ai un membre de mon équipe qui fait de l'intimidation silencieuse et malgré toute l'expérience qu'elle a, elle dit: «J'osais pas intervenir parce que rien n'était dit». Mais elle dit: «Quand je suis revenue de la France, je suis allée la voir et je lui ai dit: "Ton comportement, c'est de l'intimidation silencieuse"». Donc la puissance à partir du moment où on nomme, bon, ça l'existe maintenant, contrairement à avant. Alors mon travail, c'est de le nommer, de le baptiser. Je l'ai fait. Identifier hein, c'est ces comportements-là qu'on soulève, ceux que tu as mimés, ceux que j'ai mimés. Ensuite, reconnaître la souffrance que ça fait à l'autre, OK? Et après, ben, agir se fait presque toute seule, par individuellement, collectivement, mais c'est sûr qu'il y a des méthodes qu'on peut utiliser, comme ce que je prends là, dans le guide en disant, ben, dans les écoles, on pourrait commencer avec des petites prises de conscience en début d'année, interagir au même titre, verbal ou non verbal. Il y a déjà des séminaires qui existent là, pour les entreprises et tout ça. Mmh. Pour terminer, Linda, alors pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin, alors moi je leur conseille la lecture de ton ouvrage. On mettra bien sûr les liens dans les liens de l'émission pour retrouver la possibilité de commander ton ouvrage. Et j'espère qu'on pourra le faire depuis la Oui, France. oui, tout à fait. Tout à fait, Très bien. tout à fait. Et euh, avec cette possibilité-là, qu'est-ce que j'aime bien parler du premier plus petit pas possible quand on fait quelque chose. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous a accompagnés là jusqu'au bout de cet entretien et qui se dit: «OK, là maintenant je fais quoi pour commencer à prendre conscience de ça et peut-être l'observer dans le monde?» Je fais quoi? Ben, c'est simplement un peu comme toi tu as fait, hein. Tu en as pris conscience. Souvent, quand j'ai étudié le langage non verbal, on l'étudie pour observer l'autre. Mais la première personne qu'on observe, c'est soi. Dans l'intimidation silencieuse, c'est exactement la même chose. Donc, on est capable, à partir du moment où on sait que ça existe, on peut le repérer sur soi et en prendre conscience et sensibiliser les gens autour de soi, peu importe aussi que ce soit en milieu public, dans votre travail, au niveau de l'éducation avec vos enfants, mais simplement d'en parler. Quand on le voit, le comportement, euh, peut-être pas de le faire de façon à pointer la personne, accuser la personne, mais tout simplement le soulever. Donc, soulever le fait que la personne elle a levé les yeux dans les airs et lui dire, mais tu vois, quand tu lèves dans les yeux dans les airs comme ça, même si tu n'as rien dit, moi, ça me touche. Ça me touche. Je sens que peut-être mon intervention n'avait pas de valeur pour toi. Donc, de le ramener comme ça, commencer à ouvrir la conversation et ne pas trop pointer parce que soi-même, on le fait tant qu'on n'en a pas pris conscience. Merci beaucoup, Linda, pour cet accompagnement. On voit bien, hein, en tout cas chez nous, le harcèlement, c'est une priorité pour notre ministère. Soit. Tenter de le comprendre, de le faire cesser sous sa forme la plus brillante est un enjeu de taille pour faire société. Tu nous l'as démontré brillamment dans cet échange. On voit bien l'enjeu de remonter un peu plus loin dans la genèse de ces rapports de domination. C'est en tout cas le terme, moi, que j'utiliserais pour interroger nos postures et puis tenter de désamorcer les tentatives de prise de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement à leur première petite graine semée. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est à toi.